On les retrouve, nos chers invités, pour la suite de votre émission. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle tournure dans le conflit du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a notifié aux autorités congolaises la levée de l'obligation de notification des exportations de matériel militaire lorsqu'ils fournissent des armes à la République démocratique du Congo. Cette mesure a été imposée en 2003 par l'ONU. Georges Eo, on vous retrouve. Il faut dire qu'en ce moment précis, la RDC, surtout ce côté de la RDC, a justement besoin de ces armes pour se défendre. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour ce pays. Oui, en fait, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle. Je n'allais pas répéter pour dire que cette partie a besoin de ces armes, parce que je dirais tout simplement que la RDC a besoin, l'armée de la RDC a besoin des armes pour défendre son territoire national. Puisque, vous savez, sur le plan puissance, l'arme est tellement un outil de travail pour pouvoir asseoir son pouvoir, pour pouvoir régner, parce que le territoire est indispensable en matière de république, et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, ou bien personne ne peut me contredire pour dire qu'une partie de la RDC doit être gérée par le mouvement rebelle M23. Et c'est ce mouvement qui a de matériel, alors que l'armée républicaine, l'armée nationale, les forces de défense et de sécurité n'ont pas de matériel de travail pour pouvoir les repousser, pour pouvoir assurer la sécurité des personnes, des biens, des capitaux sur le territoire. Et parce qu'il y a l'embargo, et cet embargo sur l'arme légère au niveau de la RDC, et selon ce que les gens disent, ce n'est pas de l'embargo pour que la RDC ne se procure pas des armes, mais il s'agit des procédures d'acquisition de ces armes-là, ces procédures étaient lourdes de telle manière que la RDC avant devait signifier son besoin, et son besoin doit aller au niveau des pays membres du Conseil. Il faut des procédures. Il faut des procédures très longues lourdes. Procédures. Oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette procédure qui a été allégée et qui permet à la RDC aujourd'hui d'acquérir de matériel militaire et avec une facilité qu'il n'avait pas. Et donc, on pense que c'est vraiment une victoire, une bonne nouvelle pour la RDC, d'autant plus que vous savez tout ce qui se passe avec ces réunions en Angola, ces accusations du Rwanda, etc., qui fait au Kenya, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de la sérénité, et j'apprécie de jour en jour, comme je l'ai dit au début de son mandat, Tshisekedi, qui à un moment donné devient vraiment un homme d'État, un homme qui sait placer les pions au moment opportun. Parce que quand il était venu, les gens pensent que c'est comment vous l'appelez, c'est Béni, oui, c'est Nounou de Kabila. Mais aujourd'hui, il a prouvé. Il a prouvé. Parce qu'en interne, c'est normal. C'est normal. C'est l'opposition, on peut comprendre. Non, c'est normal. Mais il a prouvé en RDC qu'il a su maîtriser d'abord Kabila. Et après, le Rwanda, d'ailleurs, vous devez vous rappeler que son premier voyage, quand il a prêté serment, son premier voyage, c'était en Rwanda. Aujourd'hui, il fait face aux gros morceaux de l'Afrique centrale. Je parle de l'Afrique centrale parce que le Rwanda n'est pas aujourd'hui un petit pays en matière de, comment vous l'appelez, d'hégémonie ou bien de puissance, puissance militaire surtout. Que ce soit militaire ou économique. Le Rwanda est un pays qui met en difficulté même certains pays occidentaux, et donc certains pays occidentaux. Et donc, si il fait face aujourd'hui à ce pays, Rwanda, qu'il a indexé, qui accuse d'être derrière M23,
Et avec tout ce qui est arrivé aujourd'hui et que le Conseil de sécurité a levé ou bien quand même a assoupli et ces procédures de notification, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle qui a été pilotée par un homme, un stratège qui s'appelle Tshisekedi Félix Antoine. Alors, Ashraf Orosama, avant de vous poser la question, je vais vous lire ce qui sort du gouvernement congolais. Cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays à se doter librement d'équipements militaires devant permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. Ce sont les propos du gouvernement congolais. On sent de la récupération à Ashraf Orosama. À un moment donné, Kinshasa a accusé, a critiqué Kigali d'être derrière l'agression par le truchement du M23. Alors pour Kinshasa aujourd'hui, on a quelques éléments pour faire face à ce groupe terroriste. Oui, mais Kinshasa a toujours brandi des éléments de preuve. Ils ont toujours dit qu'ils ont des éléments de preuve tangibles pour incriminer le Rwanda et que le Rwanda, le soutien rwandais au groupe rebelle M23 est incontestable. Mais c'est que nous devons quand même... Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, même si je sais très bien qu'au regard du droit international, parce qu'il y a le droit international, des règles du droit international qui portent sur la restriction de vente d'armes. Donc, l'ONU ou le Conseil de sécurité a toujours pensé pendant des années que la RDC est dans une situation sécuritaire extrêmement complexe. C'est un pays qui est dans une logique de déliquescence avancée. On a des groupes d'armées un peu partout où le pouvoir central a du mal à maîtriser son territoire. Donc, d'où ces restrictions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des plaidoiries pendant tant d'années. Aujourd'hui, ils ont eu gain de cause parce que l'ONU a jugé utile d'assouplir toutes ces restrictions-là. Bon, maintenant, il appartient au gouvernement congolais aujourd'hui de profiter au maximum de ces assouplissements-là pour pouvoir avoir des armes, pour pouvoir faire face à tous ces mouvements rebelles. Bon, maintenant, on voit très bien que dans le communiqué du gouvernement congolais, on nomme directement l'ennemi qui est le Rwanda. Donc moi, je l'ai toujours dit, hein, le Congo ne doit pas être dans une logique d'infantilisation, c'est-à-dire, quoi qu'on lui dise, hein, le Rwanda est un micro-État et face à un mastodonte qui est la RDC. On ne peut pas continuer. Ça, c'est sur le plan de la superficie, peut-être. Oui, sur le plan de la superficie. Ouais, sur le plan de la superficie. Mais sur le plan militaire, on voit la puissance du Rwanda. Mais vous, Monsieur Michel, considérez-moi que la démographie et les territoires sont des critères objectifs aussi de la puissance. Quoi qu'on le dise. Donc, il appartient aujourd'hui à la RDC de capitaliser pour pouvoir faire ça à tous ses ennemis. Bon, maintenant, ça ne reste que des soupçons parce qu'il appartient à l'ONU d'établir objectivement la responsabilité du Rwanda dans des crises successives que le Congo vit aujourd'hui. Puisque le Rwanda continue toujours de démentir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut toujours s'inscrire dans une logique de médiation, de conciliation des points de vue qui sont diamétralement opposés. Entre, je veux parler le point de vue rwandais et le point de vue congolais. Mais je crois que ces médiations-là resteront toujours contre-productives si le gouvernement rwandais ne fait pas preuve d'autorité. Mais dans tous les cas, qui va assurer la sécurité sur tous les territoires nationaux? Il appartient au gouvernement rwandais de jouer ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire protéger les biens et personnes. Donc, je crois qu'il appartient au gouvernement rwandais. Bon, maintenant, je crois que les restrictions aujourd'hui viennent d'être levées. Le gouvernement congolais Tshisekedi doit faire extrêmement attention. Parce qu'on peut se poser la question aussi de la circulation des armes sur tous les territoires. Ouais. Est-ce que ces armes-là viendront booster
la lutte républicaine qui est incarnée par les forces congolaises, où ces armes-là peuvent se retrouver dans les mains des rebelles. Ça, c'est une question très intéressante, parce qu'il n'y a pas que le mouvement du 23 mars. Vous vous rappelez de l'invasion libyenne, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le diagnostic de l'instabilité sous-régionale, on sait très bien que c'est... Tout part de là. Tout part de là. Donc, il faut faire extrêmement attention, vu la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Ce qu'il dit est très important, parce que le gouvernement dit, avec cette décision, Kinshasa devra reprendre les importations de moyens de défense, laissant craindre une intensification des combats à l'est de ce pays où sévissent plusieurs groupes armés, pas seulement le mouvement du 23 mars. Robert Kosigan à côté. Est-ce que ces armes vont bien servir à la République démocratique du Congo quand on sait qu'il y a tellement de groupes rebelles qui sévissent dans ce pays? Oui, ça c'est une question très épineuse, parce que il y a aussi la corruption qui gêne l'armée de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les chefs militaires de l'armée régulière, alors qu'ils ne tardent pas peut-être à faire des deals avec les rebelles. Mais ça se passe souvent. Le président même l'avait souligné. Donc moi je dis, il va falloir qu'il y ait un travail qui se fasse d'abord au niveau de cette armée-là, d'abord dans sa formation, dans sa constitution, et savoir à qui alors remettre ses armes. Parce que même les gens de l'ONU ont pensé à ça. C'est pourquoi, entre-temps, ils ont demandé à ce que tous les fournisseurs des armes qui doivent vendre, qui doivent traiter avec le Congo, doivent une écrire. exigence de notification. Voilà, ils doivent écrire à l'ONU pour que l'ONU puisse surveiller la transaction. Maintenant qu'ils ont la main libre d'acheter les armes qu'il faut chez leurs partenaires qui vont alors leur fournir des armes, il va falloir que l'État ait un œil sur la gestion de ces armements qui seront achetés. Et il faudrait aussi s'assurer que une bonne partie de ces armes ne soit récupérée par les rebelles. Parce que si je tiens à ce que le président rwandais dit, il dit cette affaire qui sévit avec le M23, ce n'est pas seulement les M23 qui sont concernés, que c'est un problème d'outils ou de outils qui sont sur le territoire congolais. Que c'est un vieil problème que le Congo même n'arrive pas à régler ou ne veut pas régler. Alors, si tant est qu'il y a de ce problème-là, je pense aussi qu'en dehors de l'achat des équipements, le gouvernement congolais doit s'asseoir avec ces réfugiés ou peut-être ces outils qui sont sur son territoire et travailler pour qu'il y ait la paix. Alors, Georges Géo, le problème fondamental aujourd'hui, c'est la corruption au sein de l'armée congolaise. Sinon, en réalité, c'est une bonne nouvelle pour l'armée de ce pays. Alors, comment faire? Vous êtes homme politique pour que ces armes profitent seulement à ce pays qui souffre dans la République démocratique du Congo. Non, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, la notification a été assouplie. Ce n'est pas que quand les fournisseurs vont vendre, ils ne vont pas toujours notifier. Ils vont notifier, mais dans le sens où, par exemple, vous prenez comment on l'appelle, le fait que la procédure doit passer par les fournisseurs envoyés aux membres, etc. Non. Maintenant, tous les armes qui ont été fournies à la RDC, on doit notifier à l'ONU, afin qu'il y ait de la traçabilité, afin que si les armes là ne se retrouvent pas dans la main des groupes armés. Et même si on les retrouve, peut compter sur l'ONU. C'est d'ailleurs pour cela que la mission des Nations Unies, le mandat a été renouvelé pour que la mission des Nations Unies en RDC continue son rôle comment on l'appelle, d'élément de sécurité onusien. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire, il est vrai, pratiquement dans nos pays, la corruption, on vient de le dire tout à l'heure à l'entame de ce débat, la corruption c'est un peu partout, mais la gravité est relative quand même selon les pays. Mais ce que je pouvais dire tout simplement, c'est que la RDC, forcément, a déjà un audit concernant son armée et il va savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que
le fait qu'ils profitent de cet allègement des procédures, ça dit que la RDC, au lieu de profiter, et que c'est les groupes armés qui profitent. Non, la RDC va veiller en sorte que, d'ailleurs, il doit y avoir des formations au niveau de l'armée, forcément, parce que ça fait pratiquement plus de 19 à 20 ans que l'armée n'a plus accès à ces armes-là. Et donc, il faut forcément les former. D'ailleurs, vous savez, dans les clauses onusiennes, quand vous fournissez l'arme, c'est un certain nombre d'armes à l'armée, à un État, vous devez les former. Vous devez les former. Il va y avoir forcément des instructeurs. Je ne sais pas si c'est Wagner qui va aller, mais il va y avoir un certain nombre d'instructeurs pour les former, pour les initier à ces armes. Vous pensez que l'ONU va donner Wagner, va former? Je pense, non, l'ONU c'est pour tout le monde. Donc c'est une parenthèse quand même. Oh, je sais. C'est pour dire tout simplement que au sein de l'armée, ils sont conscients de la corruption. Et donc ils vont faire en sorte que, je ne peux pas dire que corruption, zéro corruption, mais que cette corruption soit réduite de telle manière que l'arme que l'État va acheter pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des capitaux sur le territoire ne soit pas plutôt destinée ou orientée ou peut-être trouvée dans les mains de ces mouvements-là pour enflammer davantage effectivement d'autres crises. Donc ce qui va se passer, c'est forcément que moi, je pense, avec ce que Koscielny dit, les réfugiés sont toujours des réfugiés. Vous êtes sur un territoire étranger, et qu'on vous a donné assez de liberté pour l'agriculture et l'exploitation d'un certain nombre de ressources naturelles. Vous devez vraiment l'exploiter en étant en cohésion avec les habitants, les autochtones du milieu. Et c'est pour cela que le cas Rwanda étonne tout le monde. Parce que même si c'est des réfugiés rwandais qui étaient déjà sur le territoire congolais, il doit y avoir forcément un travail. Une coordination. À la base, c'est un problème ethnique, comme on l'a dit tout à l'heure, Robert. Et le Rwanda et la RDC puissent gérer les problèmes pour que les Rwandais puissent vivre, parce que nous sommes en Afrique. Ouais. C'est les Occidentaux qui ont mis nos frontières. En fait, nous n'avons pas de frontières. Et ils ont mis les frontières. Et ils ont enlevé les frontières chez eux, ce qui permettait aux Français d'aller jusqu'en Belgique, ça passait par des frontières. Alors que moi, par exemple, avant de rentrer au Ghana ici, je dois me soumettre à des procédures. Donc, aujourd'hui, le droit communautaire, oui, mais ce n'est pas respecté, les choses ne sont pas respectées. Nous, Africains, nous tenons tellement à nos frontières. C'est nos frontières, alors que les gens qui nous ont mis ces frontières, eux ne tiennent pas à leurs frontières. Alors, Ashraf Ourosaba, cette question, est-ce que vous voyez un lien, cette bonne nouvelle en République démocratique du Congo, est-ce que vous voyez un lien avec tout ce qui s'est passé récemment dans ce pays concernant les forces onusiennes? Oui, mais... On peut établir un lien, parce qu'à un moment donné, ces forces étaient décriées complètement par les populations dans ce pays. Oui. Non, mais ce qui décrit, moi j'ai une position quand même assez claire sur la productivité ou la capacité des forces onusiennes. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'à l'époque, on a vu des pancartes sur lesquelles les gens demandaient officiellement à l'ONU de lever tout. Voilà. De quitter. Non, mais je dis, moi j'ai une position quand même assez claire par rapport à la capacité des forces onusiennes de pacifier le territoire congolais. Vous savez, les gens parlent souvent en méconnaissance des règles du droit international. Les forces onusiennes n'ont pas un mandat, ce qu'on peut appeler un mandat offensif, c'est-à-dire que ce sont des forces d'interposition. Donc, ils ne sont pas là pour régler définitivement le contentieux. Il appartient à l'armée républicaine de protéger le territoire national. Donc, je crois que le mandat onusien est quand même assez clair. Bon, maintenant, si on veut donner un mandat ou des prérogatives beaucoup plus offensives aux forces onusiennes, là, il faut, comme on le dit, parce qu'il y a des appels quand même incessants à une réforme structurelle
aujourd'hui des Nations Unies, c'est-à-dire revoir les mandats, les prérogatives des casques bleus qu'on retrouve de part et d'autre dans des pays en conflit. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation quand même assez compliquée et qu'il faut trouver des solutions d'urgence. Donc, pour moi, si le pouvoir congolais veut, parce qu'on a parlé le détournement de la finalité des armes qui seront achetées. Pour moi, je suis juriste de formation. C'est une recommandation que je fais au pouvoir congolais, c'est de durcir la qualification des faits. C'est-à-dire qu'au Congo, je parie qu'il y a un tribunal militaire. C'est-à-dire que même les infractions les plus anodines, il faut durcir la qualification des faits pour que tous ces gens-là puissent être traduits devant le tribunal militaire. Et je crois que les sentences du tribunal militaire vont dissuader tous ces gens-là qu'on va retrouver dans des histoires de corruption, de vente d'armes illicites et j'en passe. Donc il faut asseoir un tribunal militaire assez fort pour juger les responsables des différentes infractions. Maintenant, pour revenir aux frontières, oui, vous avez parfaitement raison de parler des frontières. Je crois qu'il nous appartient de créer des communautés beaucoup plus intégrées. Mais moi, je dis qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on fait aussi au procès de frontières. Moi, je crois que la frontière est extrêmement importante, même si les frontières qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle continentale sont le produit d'une balkanisation. Et c'est ce qu'il a souligné tout à l'heure. Mais moi, je pense que la frontière aussi est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, c'est acté qu'on a des différents pays, même si on rêve des États-Unis d'Afrique. Même si on rêve des États-Unis d'Afrique, je crois qu'on aura des peuples beaucoup plus intégrés. Mais les frontières ne vont pas disparaître brusquement. Donc aujourd'hui, il faut prendre acte et comme il l'a dit, je crois que c'est le droit communautaire qui va régler tous ces problèmes. Donc, le Congo appartient à un espace d'intégration. Le Rwanda également, je l'ai dit, il y a un contentieux qui est historique ou même présent entre le Congo et le Rwanda. Il appartient à cet espace d'intégration-là de trouver des solutions les plus idoines. Et c'est ce qu'elle essaie de faire. On a vu tout récemment l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui essaie de tout faire pour que ce conflit puisse cesser. Je vais vous poser cette même question, mais bien orientée. Robert Kosigan à côté, on a vu des jeunes Congolais qui demandaient officiellement à l'ONU de lever l'interdiction là. Aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un lien entre la demande de ces jeunes et ce qui est fait aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies? Oui, vous savez, aujourd'hui, je dirais que c'est une réponse directement donnée alors à ces groupes de jeunes qui ont demandé à ce que l'ONU puisse donner plus de liberté au Congo de faire ses choix militaires pour booster dehors alors les imposteurs. Aujourd'hui, je dirais que le Rwanda n'est que la porte d'entrée ou le voile qui cache alors la chose. Le Rwanda constitue aujourd'hui le voile qui cache les puissances occidentales qui pillent le sous-sol congolais à travers alors ces groupes rebelles. Aujourd'hui même, je dirais que même les politiques congolais sont d'acquaintance avec ces groupes pour piller leur sous-sol. Aujourd'hui, l'intérêt général n'est pas prisé au Congo. Depuis le départ de Mobutu, qui a d'ailleurs dit que la corruption ne vient pas d'Afrique, que ce sont les Occidentaux qui ont appris la corruption aux Africains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde occidental aujourd'hui pille le sous-sol congolais à travers ces mouvements rebelles. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'il y a des Chinois qui opèrent sur le territoire congolais, mais n'ont pas de licence? Alors, qui les protège? Ce sont ces groupes rebelles. Et ces groupes rebelles Il n'y a pas que les Américains, les Français, les Chinois sont là, les Turcs sont là. Sont même soutenus par des politiques ou par des politiques congolais à travers les gouverneurs et tout. Alors, tout le monde taille sa part de gâteau au détriment de l'intérêt général. De l'intérêt général. Donc, moi, je dis aujourd'hui qu'il appartient à tous les Congolais. Alors, de jouer sur la carte de patriotisme pour d'abord défendre l'intérêt général que de défendre leurs propres intérêts. Si vous les prenez, les grands politiques congolais un à un, tous ont leur fonction de connivence avec ces groupes rebelles. Donc moi je dis, cette affaire de l'ONU n'est que peut-être... la majorité, mais pas non, tous. c'est-à-dire, c'est un accord où peut-être...
un laisser-aller qui ne fera pas changer la situation du jour au lendemain. Ouais, vous êtes d'accord? Tout le monde est là, Georges-Eo. Oui, bon, de toute façon, je pense que quand on veut faire appel à ces groupes de jeunes qui revendiquent, vous allez voir qu'ils ont... On les a vus, ils se sont enroulés. Ils ont demandé la Russie aussi. Oui, on a vu. Ils ont demandé à la Russie de venir. L'ONU aujourd'hui... Dans l'ONU, il y a la Russie. L'ONU, elle est à l'écoute. Elle sait que si à un moment donné, on compresse le droit de ces jeunes qui revendiquent un certain nombre de choses, il va y avoir l'explosion comme ce qui s'est passé au Mali, comme ce qui s'est passé en République centrafricaine, etc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une bonne approche à l'ONU d'être à l'écoute et de faire les choses comme la population, la majorité de la population la revendique. Donc, et c'est normal, on ne peut plus gérer les pays comme c'était dans les années 1800 ou bien tout juste après les indépendants 1960. Il a peut-être raison. En 45 secondes, Achraf Rossama, c'est le même schéma partout en République centrafricaine. On avait entre-temps défendu, on avait tout dit au gouvernement en place qui n'a pas eu à acheter des armes. Par contre, en face, on a des rebelles qui sont extrêmement armés. Oui, non, mais je comprends ce langage, mais il faut faire extrêmement attention. Parce que sur le continent, j'espère, il y a quand même un discours aujourd'hui qui émerge, c'est-à-dire un discours qui consiste à discréditer les institutions internationales. Je ne crois pas que l'ONU a un agenda caché. C'est-à-dire c'est un agenda-là qui consiste à affaiblir les États. C'est peut-être ce que vous croyez. Non, mais ce sont des analyses. Non, ce sont des analyses. C'est sa croyance. Non, mais c'est des idées, c'est des arguments que moi je refute totalement. J'espère, je parie et je suis persuadé que l'ONU est là pour sauvegarder les intérêts des États, des États africains de manière générale. Parce que si l'ONU le fait, ils ont des raisons et des motifs légitimes pour imposer toutes ces restrictions-là. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, je crois que l'exigence de notification, comme il l'a dit, est assouplie. Il appartient au gouvernement congolais de tirer les conséquences qui en découlent et de profiter au maximum pour que ces armes-là ne se retrouvent pas du côté des mouvements rebelles. Parce que l'intégrité territoriale du Congo est menacée. Est en jeu. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On va vous retrouver, chers invités, Robert Kossigan, Keïté Achraf Rossama et Georges-Eo pour la suite de l'émission Regard croisé.